Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission L'Entretien de ce dimanche. Depuis 59 ans, le Dahomey, devenu Bénin, a entamé sa marche autonome vers la prospérité économique et le développement durable dans toutes ses dimensions. Jeune État d'alors ayant fraîchement obtenu l'indépendance vis-à-vis de la puissance colonisatrice en 1960, le pays s'est engagé sur ce sentier avec aux commandes un homme resté célèbre dans l'histoire, Hubert Kutukumaga. Mais très vite, l'euphorie va s'évaporer pour laisser place à des difficultés de tout genre, au point de créer un cercle infernal d'instabilité politique au sommet de l'État, ponctué de coups bas de diverses natures. Le pays fut surnommé alors l'enfant malade de l'Afrique. Fin de citation. Et c'est dans ce contexte que l'armée refit surface en 1972, après une bonne douzaine de successions diverses enregistrées à la tête du pays, à travers de courts mandats présidentiels. Le meneur de la danse, cette fois-ci, s'appelait Mathieu Kérékou. Et c'est d'ailleurs lui qui va réussir à diriger le pays de façon stable pendant 17 bonnes années, à travers une période appelée la période révolutionnaire, avant l'avènement bien sûr du renouveau démocratique en 1990. Un événement au cours duquel des engagements ont été pris afin de remettre le pays sur la voie du développement après 30 années d'indépendance où les attentes n'ont pas été comblées comme il se devait. Et cela fait maintenant 30 ans de pratiques démocratiques caractérisées par une alternance régulière à la tête de l'État et bien d'autres paramètres. En somme, le pays préside à ses propres destinées depuis bientôt 60 ans, avec aujourd'hui de grands défis à relever dans tous les domaines pour être à la hauteur des enjeux des pays de l'Afrique et du monde entier. Le monde aujourd'hui d'ailleurs caractérisé justement par une forte pression démographique où la jeunesse est de moins en moins occupée au travail et où les nations doivent redéfinir constamment leur politique nationale de développement conformément à l'évolution des enjeux et des époques. Mais dans cette grande pression internationale, mondiale, où en est aujourd'hui le Bénin en matière de développement? Le pays a-t-il pu capitaliser des avancées notables sur ce chemin au point d'être capable de se vanter dans le concert des nations aujourd'hui? Quels ont été ou même quels sont les impacts de nos choix dans les années précédentes aujourd'hui sur notre vie, bien sûr, commune? D'où sommes-nous partis et où allons-nous concrètement? Voilà donc autant de questions qui nous taraudent encore aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin, d'où le thème de cette émission est « Le Bénin en marche vers le développement durable depuis 59 ans, quelle projection pour le futur ?» Et pour décortiquer cette grande thématique en ce dimanche, je reçois pour vous M. Moukaram Badarou. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, il faut dire que vous êtes ancien secrétaire général du Parti du Renouveau démocratique PRD, ancien directeur exécutif chargé de l'image et de la communication de l'Union fait la Nation, UN. Vous êtes donc président aussi d'une ONG qui s'appelle Construire Porto Novo. Vous militez donc pour le développement de la capitale du Bénin. Vous êtes ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau, actuellement membre fondateur du parti l'Union progressiste, doctorant en sciences politiques. Merci de répondre favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour toujours mieux vous connaître, en 2010, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Bénin, vous avez publié un ouvrage intitulé « 50 ans après les indépendances, renouer avec les repères ». Aujourd'hui, cela fait 59 ans. Dans un an, nous allons fêter le 60e de l'indépendance du Bénin. Tout à fait. Avez-vous l'impression que le Bénin a vraiment acquis beaucoup d'expérience en matière de développement comme une nation qui a 60 ans? Merci beaucoup, cher ami, pour l'invitation et vous inviter à l'occasion d'un grand symbole de notre pays, à savoir la fête nationale, le 1er août que nous avions fêté il y a de cela de 24 ou 48 heures. Je vous remercie infiniment parce que j'ai une forte impression dans notre pays que nous prenons une mauvaise habitude à oublier les grandes dates, à oublier les grands symboles. Heureusement que
le 1er août reste encore célébré comme cela se devrait, et je pense, pour ma part encore, que nous pouvons faire mieux, parce qu'il s'agit de la fête nationale, il s'agit de la fête de l'indépendance de notre pays, il s'agit, pour moi, d'un moment, non seulement de fête, mais d'interpellation et de réflexion profonde sur ce que nous avions fait jusque-là, et ce que nous devons faire pour aller plus loin et plus haut. Pourquoi? Parce que le 1er août n'a pas été obtenu comme une tasse de thé qu'on pouvait boire. Ça a été un combat âpre au niveau des pères fondateurs de notre République. Avant ça, il faut dire que le Bénin, Dahomey, à l'époque, a été mis sous protectorat en 1884. Et en 1895, nous avons été membres fondateurs de l'AOF au niveau de notre sous-région ici. Et le 4 décembre 1958, nous avons pu proclamer la République du Dahomey. Et le 1er août 1960, nous avons eu effectivement l'indépendance. Et ça, on était déjà en 1960. Et celui qui a eu l'honneur de présider notre pays à ses premières heures d'indépendance s'appelle Hubert Maga Koutoukou. Un grand monsieur, paix à son âme, qui a su se battre aux côtés de ses pairs pour l'obtention de notre indépendance avec la France. Et contrairement à d'autres pays, cette indépendance a été obtenue avec l'accord formel du président Charles de Gaulle. Et au cours de la proclamation de cette indépendance, le général de Gaulle fut représenté par le ministre d'État, M. Jacquinot. Et quand vous prenez le discours du président Hubert Maga, ces premières heures de l'indépendance, c'est un discours qui appelle le peuple dahoméen, devenu Bénin aujourd'hui, au travail, au rassemblement, à l'unité, à la capacité formelle à se mettre résolument au travail pour permettre vraiment de prendre en main nos destinées. Il a fait ce qu'il a pu, il a travaillé, et en 3 ans, on peut bien remarquer tout ce qu'il a pu faire. Quand vous prenez aujourd'hui le CNHU, ce n'est pas pour rien que ça porte d'ailleurs son nom. La présidence de la République, l'aéroport, un certain nombre d'infrastructures ont été construites sous son régime. Malheureusement, le 28 octobre 1963, un coup d'État est venu le dégager du pouvoir, si je puisse m'exprimer ainsi. C'était le colonel Christophe Soglo. Et à la suite de ce coup d'État malheureux que nous avons connu en 1963, on pouvait penser peut-être que ça allait peut-être se limiter là, mais ça a ouvert le bal de séries de coups d'État, au point qu'en espace de 63 à 72, nous avons connu près d'une douzaine de chefs d'État. Il y en a qui venaient même faire 48 heures, il y en a qui ont fait 6 mois. Et donc du coup, cette instabilité a plongé le pays dans une situation peu réluisante qui a fait qualifier d'ailleurs à l'époque le Dahomey d'enfant malade d'Afrique. Et donc, difficile à présider, difficile à y travailler, difficile à construire quoi que ce soit. De toutes les façons, en 2 mois, en 6 mois, un président de la République, un gouvernement ne peut rien faire de potable. Et en 72, le 26 octobre précisément, quand le colonel Kérékou, le commandant Mathieu Kérékou arrivait au pouvoir, il avait qualifié ce triumvirat parce que de 70 à 72, il faut dire, l'instabilité chronique qu'il y avait eu avait amené à une forte réflexion sur quelle solution on peut trouver pour pouvoir permettre à ce que le pays soit gouverné. Alors ils en étaient arrivés à trouver une formule, le triumvirat on l'a appelé à l'époque, où le président Oumandegbe, le président Akpiti, le président Maga devaient s'alterner au pouvoir par rotation de 2 ans. Et les 3 se faisaient appeler président de la République. Et c'est d'abord Hubert Maga qui a fait ces 2 ans, et ce fut le tour de Justin Oumandegbe. Et malheureusement, le 26 octobre, lui venait à peine de commencer, quand le commandant Mathieu Kérékou et son équipe à l'époque avaient réussi leur coup d'État qui a fait dégager alors le triumvirat. Et Kérékou, prenant le pouvoir à l'époque, avait dit qu'un corps à 3 têtes ne peut être qu'un monstre. Ce n'est pas faux, parce qu'un corps ne peut pas avoir 3 têtes. Il a même dit si la France, qui est largement plus grand, développée à un seul président, ce n'est pas le Dahomey qui devait avoir 3. Et le 30 novembre 1975, le pays, à travers une proclamation, un long discours du président Mathieu Kérékou, il a dit que non, le pays ne s'appellera plus Dahomey. On est entré alors République populaire du Dahomey. Et toute la période de la Révolution
parce qu'à l'époque, il a proclamé le marxisme-léninisme comme étant notre voie. Bref, il y avait un certain nombre de discours qui étaient utilisés à l'époque. Le pays s'appelait la République populaire du Bénin. Jusqu'à la fin des années 80, il faut avouer que le patriotisme, le sens civique, à la limite le sens de l'intérêt général avait présidé un peu aux destinées du pays, mais le fait que c'était un parti unique, le PRPB, le Parti de la Révolution populaire du Bénin, le fait qu'il n'y avait pas le plurisyndicalisme, il n'y avait qu'un seul syndicat, l'UNSTV, le fait qu'il n'y avait pas une presse libre, il n'y avait que la radio nationale, il n'y avait que la télévision nationale, il n'y avait pas de presse écrite privée, il n'y avait que Eouzou à l'époque. Et tout ceci ne pouvait pas permettre à ce que l'économie puisse vraiment prospérer. Tout ceci ne pouvait, parce que malheureusement, ça a fait fuir beaucoup, on a appelé ça à l'époque la perte des cerveaux, la fuite des cerveaux. Beaucoup de Béninois s'exilaient volontairement en France, au Gabon, au Congo, au Togo, en Côte d'Ivoire. Bref, beaucoup de nos compatriotes ont fui le pays, avec à leur tête le président Émile Dalin Zissou, qui, on peut dire, à l'époque, était le premier responsable de l'opposition à l'extérieur, au point que le 16 janvier 1977, on a connu une agression militaire dirigée à l'époque par Gilbert Bugeaud, alias Bob Dena, avec l'appui d'un certain nombre de pays africains, notamment le Gabon et le Maroc. Et Dieu merci, le coup de cette agression n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, ça a d'ailleurs relancé la popularité du président Kérékou. Mais malheureusement, au vu du système qui était en place, qui ne pouvait pas permettre à l'économie de s'éclore comme cela se devrait, vers la fin des années 80, le régime avait commencé par avoir des difficultés. Il faut rendre hommage à une grande dame, Mme Wawa Thérèse, avec son équipe des étudiants. À l'époque, c'était une lutte farouche contre le gouvernement et le Parti communiste du Dahomey qui menait aussi la lutte, qui ne faisait aucun cadeau au président Kérékou. Le président Zissou, qui de l'extérieur aussi avait son équipe, ne faisait aucun cadeau. Ils utilisaient tous les canaux, tous les réseaux possibles qu'ils pouvaient avoir à leur disposition pour pouvoir traquer le gouvernement. Et le général Mathieu Kérékou, dont moi je qualifie souvent d'un bon citoyen de ce pays, d'un grand citoyen de ce pays d'ailleurs, a eu la géniale idée, vers la fin des années 90, de convoquer une conférence nationale, c'est-à-dire le peuple béninois en conférence, pour réfléchir sur la situation nationale afin de trouver des solutions. Cette conférence avait été baptisée la conférence des forces vives de la nation. On devait soit trouver des solutions ou alors périr ensemble. Et heureusement, on a trouvé des solutions. À ce niveau, j'ai le devoir de rendre hommage à Monseigneur de Souza, dont j'ai toujours pensé qu'on ne rend pas suffisamment hommage par rapport au rôle, au grand rôle qu'il a joué, parce que il faut dire au passage que cette conférence nationale avait été décrétée souveraine par les conférenciers. Le président Kérékou s'y est conformé et donc les décisions devaient s'imposer à lui. Avant de revenir un peu sur la suite de toute cette histoire, lorsqu'on retourne un peu dans le passé, puisque nous savons tous que déjà à partir de 1963, soit 3 ans après l'indépendance, on a déjà enregistré le premier coup d'État. Et s'en est suivi une série jusqu'à ce qu'en 1972, on a eu 12 successions à la tête de l'État, c'est-à-dire en 12 années, en moyenne 1 an par président, même si on sait que dans la réalité... Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Hein. Vous avez l'impression qu'on a déjà raté cette base-là en matière de réflexion sur les préoccupations de développement? Absolument, il n'y a pas de raison qu'on puisse penser autre chose. Une fois que c'est un président là, en moyenne, comme vous l'avez dit, encore que, il y en a qui faisaient 6 mois, il y en a qui ont fait 72 heures, il n'y a pas une possibilité de faire avancer le pays. Conséquence, c'est que le pays a tourné sur lui-même pendant cette période. Les questions d'intérêt personnel, les questions d'ego, les questions de malpréparation à la prise en main de sa propre destinée, des questions d'un égoïsme poussé, d'un égo poussé au niveau des membres qui pilotaient le pays à l'époque, au niveau des partis politiques, au niveau des militaires. Et donc, dès qu'au niveau des partis politiques, à l'époque, les gens ne s'entendaient pas, les militaires faisaient irruption pour venir mettre fin à ce qui se passait. Et par rapport à ça, il est question de ce que le régime étant dans l'instabilité, le régime étant militaire,
conséquence, les commerçants, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, les expatriés qui venaient, les Béninois eux-mêmes, pour ne pas dire Dahomey, encore à cette époque, ne se sentaient pas à l'aise dans tout ce qui se faisait. Et donc, du coup, chacun faisait un peu économie de ce qu'il avait à faire. Au lieu de faire 100, il fait 50. Au lieu de faire 1000, il fait peut-être 200. Et renvoyait le reste au niveau des pays de la sous-région, notamment. La Côte d'Ivoire fut l'un des pays qui a profité beaucoup de cette situation au Bénin. Le Togo aussi, dirigé à l'époque par le président Yassingbe et Yadema, et la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut dire qu'ils aimaient ou qu'ils n'aimaient pas? La situation qui se présentait était telle qu'il y a une course à la gestion du pouvoir d'État. Et cette course ne manquait pas de transpirer sur le comportement de chacun. Faudrait-il dire qu'ils n'aimaient pas le pays? Faudrait-il dire qu'il manquait le sens patriotique? Je ne trancherai pas nettement par rapport à ça, mais je dirais simplement parce que vous savez, le développement est d'abord mental. Et donc, la mentalité qui était là à l'époque avait quelques difficultés de comprendre un certain nombre de choses. La preuve, c'est que c'est avec les mêmes Béninois qui, avec le temps, les choses ont été réglées. Puisque le président Mathieu Kérékou est bien issu de ce corps militaire. Les membres du gouvernement du GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, venaient de là. Les jeunes cadres qui sont venus à l'époque de l'extérieur, c'est toujours les mêmes Dahomey, les mêmes Béninois. Et donc, avec le temps, il y avait une prise de conscience. Il y avait une acceptation des choses. Avec le temps, il y a une évidence qui s'imposait à chacun, et par conséquent, le travail à faire pour faire avancer le pays avait pris corps d'une manière ou d'une autre. Il faut avouer qu'on s'était peut-être moins préparé. La preuve, la Guinée de Sékou Touré, à l'occasion du référendum de 28 septembre 1958, a dit non à cette indépendance. Le général de Gaulle est allé jusqu'à demander aux pays africains, ne créez pas d'armée, la France va s'en occuper pour vous. Donc, pour dire que bien qu'on prenait l'indépendance, même la France, qui retenait encore un certain nombre de choses par devers lui, mais la France, à la limite, ne voulait pas trop, c'est comme si on dit chez nous, le mouton est donné, mais la corde est retenue quelque part. Et donc tout ceci n'est pas de nature à faire avancer les choses. Et les hommes politiques de l'époque, je veux parler du Bemaga, je veux parler de Akwiti, de Aouma Degbe, je veux parler de Tevo Idre, je veux parler de Yamoussou Bruno, tout cela officiait déjà politiquement dans le pays, les Robert Dossou et autres, savaient très bien qu'ils n'avaient pas toute la latitude, même si la France avait donné cette indépendance. Et donc, à la suite de ce coup d'État de Mathieu Kérékou, la gouvernance militaire qui est mise en place, la révolution qui est devenue le système politique en place, le parti unique, et tout ceci a créé un certain nombre de problèmes. Et finalement, peut-être pas indispensable, vous savez, il y avait ce qu'on avait appelé la guerre froide à l'époque, à cette époque-là, vous avez les Américains d'un côté, vous avez l'URSS de l'autre au niveau soviétique, et le langage utilisé au niveau de l'Union soviétique, à savoir travailler pour le plus grand nombre, travailler pour les plus pauvres, les pauvres n'ont pas de moyens, il faut aller à leur secours. C'est vite fait, c'est presque comme ça d'appât. C'est vite fait d'être appâté par ce discours que par le discours d'un libéralisme à outrance qui, selon certains, priorisait ceux qui ont plus de moyens. Or, la majorité de notre peuple est pauvre. Et par conséquent, l'autre discours facilement avait appâté beaucoup de dirigeants africains, dont Mathieu Kérékou et ses amis politiques à l'époque. Et donc, c'est ça qui a été aux commandes du pays pendant les 17 ans. Et après 17 ans, 1 an de transition après la conférence nationale. Il faut souligner qu'à la conférence nationale, que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident parce que c'est des opposants farouches qui sont rentrés. Et à l'intérieur, il y avait une opposition qui s'est très bien mise en place et qui était très forte. Et il y avait près de 6 à 8 mois de salaire qui n'étaient plus payés aux fonctionnaires. Avant qu'on en arrive à cette conférence nationale, où on a traversé 17 années de gestion avec à la tête un homme de l'armée, Mathieu Kérékou, qui est venu au pouvoir pour peut-être imprimer un nouveau rythme à l'État.
J'ai posé la question tout à l'heure de savoir si cette révolution était indispensable ou encore nécessaire, mais est-ce que, vu un peu la stabilité au moins qu'il a imprimée à l'État, on a eu le temps de réfléchir un peu sur le processus de développement de la nation? Non seulement on a eu le temps de réfléchir, puisqu'on a parlé quand même de 17 ans, c'est-à-dire c'est de 1972 à 1990, ça veut dire quoi? Il a eu le temps matériel de concevoir des politiques économiques du pays, il a eu le temps de travailler. Et ça a bien marché pendant un bon moment. Ça a très bien marché. Non seulement le régime de Kérékou nous a permis de mettre fin à l'instabilité politique, puisque pendant tout ce temps, c'est que les militaires sont restés dans les casernes. Ça a permis d'avoir un sens élevé du civisme, puisque tout ceci s'apprenait à l'école, le civisme, la morale. C'est ce qui s'enseignait à divers niveaux à travers les CRL, le comité révolutionnaire local, les CDR, ainsi de suite. Mais malheureusement, donc voilà les quelques acquis qu'on a eu par rapport à l'époque de la Révolution. C'est qu'il y a l'instabilité, il y a l'unité qui est prônée, chacun se sentait beaucoup plus appartenir, en tout cas c'est ça qui était proclamé, c'était le vivre ensemble, il était difficile que vous rentrez dans un quartier, dans un village, sans que le chef du quartier ou le chef du village ne soit informé qu'il y a un nouvel élément qui est rentré dans le quartier ou dans le village. Il y avait un nouvel ordre social. Il y avait un nouvel ordre social et il y avait une certaine discipline dans tout ce que chacun avait à faire. Il y avait, les choses n'étaient pas dans tous les sens. Chacun savait ce qu'il avait à faire, chacun était dans son couloir. C'était un régime militaire. Donc les choses étaient ferraillées, les choses étaient dans leur couloir. Je suis tenté de dire que si ce n'est pas le sens d'inconscience citoyenne qui a gagné les citoyens à un moment donné, et ceci dû à beaucoup d'interférences, dû à beaucoup d'interférences venant de l'extérieur, qui est venu mettre le régime en difficulté, parce qu'il faut dire au cours de cette période, c'est dans cette époque qu'il y a plusieurs entreprises qui ont été créées. Vous finissez à l'université, les banques d'État, vous êtes récupérés en même temps. Vous finissez votre licence, je crois, ou maîtrise après, vous êtes récupéré tout de suite à aller travailler. C'est vers le milieu des années 80 qu'il a été déclaré que l'État n'était plus en mesure de reprendre directement les gens qui sortaient de l'université. Bref, pour dire que ce n'est pas une période qui a été que négative pour le pays. Puisque nous avons vu après, quand nous sommes rentrés dans le renouveau démocratique, où le sens civique a pris un coup, où le libéralisme à outrance a permis à chacun de penser qu'il pouvait tout, qu'il peut passer outre des lois même parfois. Et ça n'a pas manqué de nous créer aussi quelques difficultés, même si de l'extérieur, les gens sont contents de dire nous sommes un pays démocratique, c'est un pays d'une démocratie avancée, alors que nous savons très bien qu'à l'intérieur, il y avait un certain nombre de difficultés que nous traversions et c'est nous-mêmes qui devions le savoir. Et heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un régime qui a le courage de faire face à cette réalité et de trancher en faveur de la réélecture des choses, de sorte à remettre les choses dans leur couloir, même si nous sommes maintenant dans une démocratie. Lorsqu'on fait un peu le bilan de ce pays-là au plan développement, on constate aussi que justement les situations qui ont conduit à l'organisation de la Conférence nationale des forces vives de 1990, c'était notamment l'asphyxie économique de l'État. Absolument. Alors, cette asphyxie-là, c'est peut-être occasionnée peut-être par des pratiques de la corruption aussi, puisqu'il y a deux éminents confrères, par exemple, Wilfried Adon et oui, que je connais. Bien sûr François Aoudo, que vous connaissez très bien, un livre, Bénin, une démocratie prisonnière de la corruption, et qui ont documenté notamment des dossiers de corruption, en démontrant que les premiers dossiers déjà remontent aux années 60 avec l'affaire Kovac, par exemple. Tout à fait. Ou après, quelques années avant 90, on a donc siphonné les banques d'État avec 300 milliards évaporés dans la nature. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui ont, on va dire, contraint le pays à une certaine difficulté au point d'en arriver à la conférence nationale? Vous savez, il y a des gens que le président Mathieu Kérékou appelait à l'époque des valets locaux, des gens à la solde de l'impérialisme international. C'est voilà le discours qui était utilisé à l'époque, parce que comme je vous le dis, il y avait beaucoup d'interférences. Il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'on y arrive, il y avait des gens qui ne voulaient pas que le pays arrive à se développer, arrive à tenir ses équilibres. Et ceux-là avaient des gens sur place, ici, par qui ils travaillaient pour saper un peu tout ce qui se faisait. Et ça n'a pas raté, effectivement. Je me rappelle une phrase du président Kérékou
parlant aux fonctionnaires de la Béninoise, de la brasserie, en leur disant continuez à voler l'entreprise, continuez à voler les bouteilles de l'entreprise. Mais quand l'entreprise va fermer, c'est vous qui allez chômer, ce n'est pas moi. Pour dire qu'il avait conscience de ce que tout le développement qui se fait, tout le travail qui se faisait au niveau de son gouvernement, encore que vous pouvez vérifier, le président Kérékou, vous connaissez sa maison ici, vous connaissez sa maison à Natengou, le président Kérékou ne s'est pas enrichi, outre mesure, sur le dos du pays. Mais où est venue cette pratique, la corruption? La corruption, il y a, bon, le pays n'est pas en autarcie. Nous avons des pays, nous vivons dans le concert des autres pays, dans le concert des nations. Les compatriotes que nous avons voyagent, ils viennent. Et j'ai parlé d'un certain nombre d'interférences, j'ai parlé de ceux qui avaient des gens qui ne veulent pas que les choses aboutissent. Et donc, il y avait de mauvaises pratiques, malgré que ce soit un régime militaire, mais ces gens-là arrivaient quand même à leur filer entre les mains et ça n'a pas raté. Et puis, il y a le fait que toutes les fois où la chose est publique, on pense qu'on peut en faire ce qu'on veut. Mais dès que c'est pour vous-même à titre personnel, c'est bien utilisé. Est-ce que c'est parce que M. Kérékou avait ouvert un peu la gestion de l'État à des civils qu'on en est arrivé là? Bon, de toutes les façons, on ne pouvait pas, parce qu'un pays, c'est pas... tout un pays n'est pas, ne se gère pas comme au niveau de Kazen. Un pays est un pays, c'est un peuple. Donc il ne peut pas, les militaires ne peuvent pas être partout à la fois. Ils étaient à un certain nombre de niveaux. Donc même parmi les militaires, il y en avait qui n'avaient pas le même esprit que celui qui les dirigeait. Et donc vous pouvez trouver, et parmi les militaires, parmi les civils, ceux qui se laissaient aller à ces pratiques un peu orthodoxes et qui nous a conduits dans le ravin. Et heureusement, puisque c'est ça qu'il nous faut retenir finalement, heureusement qu'il y a eu une prise de conscience, qu'il y a eu un sursaut qui nous a conduits dans une conférence nationale et qui a permis tout au moins si vous voulez, d'ouvrir le dossier, de faire le point et d'esquisser quelque part qui nous a sauvés du marasme économique, du marasme social, du marasme politique et qui nous a basculé dans le renouveau démocratique. Donc en réalité, si vous jetez un regard dans le rétroviseur et que vous voulez faire le bilan des 30 premières années de l'indépendance du Bénin, c'est-à-dire de 1960 à 1990, vous diriez qu'on ne s'est pas développé du tout, mais qu'on s'est peut-être enlisé dans de mauvaises pratiques au point de conduire l'État à l'abattoir, c'est ça? Non, non, je ne dis pas ça parce que, puisqu'il ne faut jamais faire de l'amalgame. Il faut bien avoir une idée d'où nous sommes partis en 1960. Il y avait combien de cadres opérationnels à l'époque? Il y avait combien d'entreprises opérationnelles? Donc, on savait ce qu'est Cotonou en 1960. On savait ce qu'est Porto Novo en 1960. On savait ce qu'est Parakou en 1960. Et nous savons ce qu'est devenu Cotonou en 1990. Et donc, on a fait des pas, on a bougé, on a appris. On a pris en main notre destinée, on a pris nos responsabilités, on a géré avec nos points forts et nos points faibles. C'est complètement mieux que d'être... Vous savez, le président Sékou Touré lui l'avait dit, qu'il préfère même la liberté dans l'esclavage que l'opulence dans... je ne sais pas si je me retrouve avec... il préfère la liberté dans la pauvreté que l'esclavage dans l'opulence. Je suis très d'accord avec lui. Et donc, tout au moins, et c'est là où il faut rendre hommage et suffisamment aux pères fondateurs de notre pays, tout au moins ils se sont battus, on a pris notre destinée en main. Un bébé, même s'il est né, il ne marche pas tout de suite, sinon il va être ce que nous appelons ici un torolou. Et donc, ici, on a pris l'indépendance, on s'est mis au travail, on a connu des difficultés que chaque nation, parce que même la France que nous envions aujourd'hui, la France n'a pas commencé par là. La France a connu ses difficultés. Elle a connu ses difficultés, elle a connu ses bas, avant de se retrouver là où elle est aujourd'hui. Elle a encore des parts à faire, bien que nous l'envions nous autres, mais elle-même envie d'autres pays. Et donc, elle a des parts à faire. Donc, de 1960 à 1990, il y a certainement eu quelques difficultés, il y a certainement quelques faiblesses, mais il y a eu quand même des petits pas de toute nation qui commence par se construire. Maintenant, il ne faut pas bomber le torse face aux résultats que nous avons eu. La preuve, c'est que la situation de 1990, si c'était une entreprise, c'est qu'elle devait déposer le bilan.
Vous voyez? Donc, et les acquis positifs et les revers de cette période-là, si on les mettait dans une balance, les difficultés, ça pèserait plus que... Si on les mettait dans une balance, on dirait tant simplement, puisque là, nous parlons d'un pays, on ne parle pas d'une société, on ne parle pas d'une entreprise, c'est là où vivent des hommes, ok? On dira peut mieux faire. On dira peut mieux faire, mais on ne dira pas que rien n'est fait. Moi, un jour, je parlais au président Mathieu Kérékou, il m'a dit, moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour mon pays. Et donc, effectivement, il a fait ce qu'il a pu. Les membres de son gouvernement, beaucoup d'entre eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils se sont retrouvés en difficulté, comme beaucoup de pays socialistes. Et donc, ce n'était pas juste... Même l'URSS s'est retrouvé en difficulté. L'URSS, les gens se mettaient en long fil pour aller s'acheter du pain. Le Cuba s'est retrouvé en difficulté. Donc, même d'autres pays, d'autres grands pays qui ont opté pour ce système politique se sont retrouvés en difficulté. Parce qu'effectivement, il va être difficile que l'État-providence ne peut que mourir. Il ne peut pas suivre l'État-providence. Chaque citoyen doit pouvoir développer ses propres atouts, travailler de lui-même, faire avancer les choses telles qu'il les pense. L'essentiel, c'est que cela se fasse selon un droit bien établi. Mais dire que l'État va être commerçant, l'État, il va être industriel, l'État, il va être courtier, l'État, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il est mort depuis l'État-providence et on ne pourra pas dire que cet échec-là était seulement le fait du général Mathieu Kérékou. Partout où il y a eu le socialisme scientifique comme système politique, ils se sont retrouvés en difficulté. À commencer par le premier d'entre eux, je veux parler de l'URSS. Même la Chine a été obligée de libéraliser son socialisme. Même la Chine a été obligée de libéraliser son socialisme pour pouvoir mieux avancer. Donc, en 90, c'est vrai, nous nous sommes retrouvés en difficulté et nous avons eu la chance d'avoir retrouvé nos repères, à savoir aller fouiller dans notre tréfonds et rappeler tout ce que nous avons comme potentiel cadre, potentiel homme politique. Ils sont rentrés, il faut saluer ce qu'ils ont fait du 19 février au 28 février 1990 parce que chacun avait réussi à taire ses égos, ses ambitions personnelles. Le pays a été au cœur de la préoccupation des uns et des autres. Le président Kérékou avait accepté les propositions qui lui avaient été faites. Les autres aussi n'ont pas exagéré. Parce que dans d'autres pays, les gens ont exagéré et ça a créé des problèmes dans ces pays-là. Dans d'autres pays, les gens ont refusé même au chef de l'État en fonction de continuer par présider le Conseil des ministres. Les Béninois ont au moins eu la géniale idée de ne pas faire ça. Ça a permis à moi aussi à Kérékou de rester pendant les 1 an aux côtés du Premier ministre désigné, M. Nicéphore Soglo. Et Dieu merci, la transition s'est bien menée et on est allé à une élection présidentielle en 1991 que Soglo a gagné et c'était une nouvelle ère qui s'était ouverte. Justement, Soglo vient, il promet de lutter contre la corruption et le mouvement climatique. On fait un procès en août 92, le procès Cissé. Cissé, oui. Avec bien sûr cette affaire de détournement de 300 milliards de nos francs CFA. À l'arrivée, on reconnaît que peut-être Cissé a détourné 12 milliards. Les 288 autres milliards sont passés, bon, se sont évaporés, on ne sait pas par où. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avait déjà bien commencé cette lutte-là avec cette nouvelle ère qui s'est installée en 90? D'abord, il faut rendre hommage au président Nicéphore Soglo. Parce qu'en 1990, quand il prenait le pays, nous avons dit tout à l'heure que si c'était une entreprise, c'est qu'elle devait déposer le bilan. En 1990, quand Soglo prenait le pays, il y avait 2 ou 3 objectifs qui lui ont été fixés, à savoir remettre les Béninois au travail, ce qu'il a réussi à faire. Faire organiser des élections libres et démocratiques, ce qui avait été fait aussi. Rétablir un peu les chiffres macroéconomiques du pays, ce qu'il a réussi à faire. Et de 91 à 96, je peux vous dire, le taux d'investissement qui était au moins de 0 est passé au moins à 17% sous le président Soglo. Il avait réussi à payer les salaires aux fonctionnaires, à payer les bourses. Donc, les fonctionnaires ont repris le travail, les étudiants ont repris les cours, le pays est remis au travail. Le taux de croissance, qui oscillait au moins 0, est passé à 5-6%. Plus de 700 milliards avaient été investis dans le pays sous le régime de 91 à 96. Donc, il avait réussi à faire son travail parce qu'ailleurs, je vais parler du Togo, je vais parler du Congo, où presque son collègue, André Milongo, avait pris le Congo en main. Il n'a pas réussi le même travail.
Parce que très souvent, j'entends les Béninois dire que non, il ne pouvait pas en être autrement, qu'il a bénéficié de la démocratie, ça devait marcher. Ce n'est pas toujours vrai. Parce que d'autres ont fait la même chose, n'ont pas eu de résultat. Donc, il faut savoir reconnaître à chacun ce qu'il a fait à un moment donné. Et donc, la lutte contre la corruption. Là aussi, vous savez, c'est comme si vous êtes dans un champ de mine, vous faites attention. Sinon, votre second pas peut être le dernier. Et la gestion d'un pays est si complexe. La gestion d'un pays est si délicate que vous ne pouvez pas aller à tout vent, comme l'aurait voulu le citoyen qui est à Plafoué là-bas, comme l'aurait voulu le citoyen qui est à Tunkutuna ou à Bembereke. Vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui avez une idée réelle de jusqu'où vous ne pouvez pas aller plus loin. Auquel cas, c'est que vous faites basculer le pays et donc vous allez tout perdre. Le général de Gaulle a enseigné que la politique, c'est la gestion de la réalité. La gestion de l'État l'est encore plus. Et donc, M. Fossoglo a fait ce qu'il pouvait par rapport à cette lutte contre la corruption. Le président Kérékou est venu, il a pris le relais en 1900. Parce que malheureusement, lui, au plan politique, il avait littéralement et foncièrement échoué. C'est-à-dire que ceux avec qui il avait pris le pouvoir, son comportement vis-à-vis d'eux n'était pas les plus catholiques possibles, n'était pas les plus intéressants. Alors, le professeur Thévoïdré lui a ouvert un feu. Le professeur Thévoïdré est tiré à balles réelles, politiques, je dirais, contre lui, et il a animé une opposition remarquable. C'est les gens à qui moi je rends hommage, parce que quand vous voulez être un opposant, quand vous voulez être une opposition, vous êtes comme un gouvernement, sauf de l'autre côté. C'est-à-dire tous les secteurs, vous devez l'occuper. Le secteur primaire, secondaire, tertiaire, vous devez l'occuper. Les entreprises, le ministère, l'administration, le marché, les étudiants, tout ce qui les concerne, vous devez les passer au peigne fin. Vous devez avoir une idée réelle du pays. C'est-à-dire vous surveillez, presque comme du lait sur le feu, toutes les actions du gouvernement. Et vous n'êtes pas que dans la réaction, vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'offensive. Et c'est ça une opposition. Et c'est ce qu'avait animé le professeur Thévoïdré. Nous, on était étudiants à l'époque, je peux vous avouer, tout le plaisir qu'on avait à le suivre. C'est comme l'opposition d'Ablaye Wade. C'est comme l'opposition de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le FPI. C'est comme l'opposition de Tshisekedi Wamulumba. Bref, le professeur Thévoïdré utilisait beaucoup de failles du président Soglo et il avait réussi. Et je me rappelle, moi j'étais encore étudiant, je suis sorti de ma salle de l'amphi à l'époque avec un petit poste de radio parce qu'il savait que Thévoïdré passait sur une émission, 1 heure pour convaincre. Ça se passait sur Africa numéro 1. Et j'ai suivi, il disait, le gouvernement, le président Soglo, n'organisera pas les élections. Que eux, ils feront tout pour mettre en place une structure indépendante. C'est ça la Sénat. Et si la Sénat devait porter un nom, c'est Nyolonfou. Puisque c'est une loi qu'ils avaient cuisinée à l'époque. Bref, ils ont utilisé les failles politiques du président Soglo. Et quand Thévoïdré s'est rendu compte, en perdant les élections de 1995 face au PRD dans sa région là-bas, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gagner alors les élections présidentielles. Et donc, avec d'autres collègues politiques, ils sont allés chercher le général Mathieu Kérékou, qui a réussi à faire face. Cette politique politicienne n'a-t-elle pas aussi essoufflé le processus de développement engagé par Nicéphore Soglo? Bon, vous savez... En 1994, à la veille de la célébration de la fête nationale, Nicéphore Soglo disait dans son discours qu'il invite les gens à laisser un peu déjà les différentes concurrences, les tacles politiques pour penser développement. Parce que les élections de 1995 approchaient aussi. Vous savez, vous pouvez mettre tous les adjectifs que vous voulez, la politique reste la politique. Il se faisait que nous sommes en démocratie, vous gouvernez, d'autres s'opposent à vous. Ce n'est pas autre chose en démocratie. Donc elle est faite ainsi. Si vous faites bien, je peux dire que vous pouvez faire mieux. Si vous faites bien, je peux dire que vous pouvez faire mieux. C'est derrière ça votre rôle. Si vous faites mal, je dois dire que vous pouvez faire bien et mieux. Mais si vous faites bien, je peux dire, je ne suis pas là pour vous acclamer. Si vous êtes opposant, si vous voulez être un vrai opposant, un bon opposant, et un opposant doit être un républicain. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire, ça veut dire qu'il ne doit pas peindre en noir tout. Mais ce a-t-il été compris finalement par ses adversaires? Donc à l'époque, oui. En 1995, Thévoïdré, qui animait sérieusement l'opposition, qui chaque jour que Dieu faisait, sur toutes les décisions du président Soglo, il y avait une réaction de l'opposition. Et il y avait des propositions à l'appui. Il avait son propre journal, Le Bâtisseur, à l'époque, et qui l'alimentait en termes de, si vous voulez, de critique
et de propositions de ce qu'eux ils devaient faire si jamais ils arrivaient au pouvoir. Mais en perdant les élections législatives de 1995, il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas lui marcher. Ils sont allés négocier le président Mathieu Kérékou, qui lui, il a réussi à faire l'affaire. Ils ont réussi à reprendre le pouvoir chez le président Olusegun Soglo en 1996. Pourquoi? Parce que même Soglo qui réussissait... Celui-là qui a pu remettre le pays sur les rails. Pourquoi? Parce que même, vous savez, la gestion... à lui faire confiance à l'époque. Vous savez, la gestion des hommes, je disais que c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de complexe. La gestion d'un État, c'est quelque chose de complexe. Bien que vous réussissiez sur le plan économique, sur tous les autres plans dont on avait dit, mais sur le plan politique, ça veut dire sur le plan de la gestion des hommes. S'il y a un problème là-bas, vous devez en payer le prix. Et c'est ce prix, et ce prix fort. Non seulement que lui l'a payé, mais le pays. Parce que le second mandat de Soglo aurait certainement pu mieux aider le pays, compte tenu de la lancée qu'il y avait à l'époque. Ce qu'on avait comme ligne à l'époque. Mais le président Kérékou a fait aussi ce qu'il a pu, puisque un homme intelligent, il a continué presque sur les mêmes trucs du président Soglo. C'est comme si Soglo avait traversé la voie et que le Soglo est venu dedans. Il s'est entouré des cadres du pays, il a continué le même travail. Et parce que contrairement à ce que beaucoup avaient pensé, c'est qu'au bout de 2 ans, ou 3 ans à l'époque, c'est que le général Kérékou ne pourra plus peut-être payer les salaires, le taux de croissance allait baisser et tout ça, mais rien n'y fit. Il avait réussi à conduire le pays pendant le mandat, il a eu la chance d'être reconduit au pouvoir, et donc il a fait 10 ans. Et au bout de ces 10 ans, il y a eu des tentatives de beaucoup de cadres politiques, de partis politiques, de ses amis qui voulaient qu'il révise la Constitution. Est-ce qu'il avait été tenté? Je n'en sais pas grand-chose. Ce qui est certain, c'est que la Constitution n'a pas été révisée et on a eu des élections et le président Boni Yaya a été élu face au président André Ngouedji en 2006. En 2006, bien sûr. Mais est-ce que cette double mandature de Mathieu Kérékou a réussi vraiment à mettre le Bénin là où il devait être en cette année-là? En 2006 déjà, ça faisait aussi beaucoup d'années d'indépendance. On avait aussi réussi à avoir 3 mandatures juste après l'arrivée du renouveau démocratique. Est-ce que le pays a pu se développer comme il se devait en de 1987 déjà à 2006? Je suis tenté de le dire, parce que le taux de croissance était bon, l'économie était relativement prospère, les entreprises privées sont beaucoup installées. C'est à cette occasion que nous avons eu beaucoup de banques privées, qu'on a eu beaucoup d'assurances privées, qu'on a eu beaucoup de chaînes de télévision privées, qu'on a eu beaucoup de radios privées, la presse écrite à divers niveaux. Bref, ça s'est bien passé sous le régime de Mathieu Kérékou. Maintenant, avec quelques points faibles, avec quelques faiblesses. Lesquelles faiblesses ont continué sous le régime de Yaya Boni, à savoir, cette liberté, à un moment donné, nous a posé quelques problèmes. Si vous venez par exemple dans la chose politique, qui est, si vous voulez, le grand carrefour de tout le reste, c'est que les idées ont fui, ont déserté le forum pour ne laisser place qu'à l'argent. Et au niveau des partis politiques, les partis politiques, nous sommes allés jusqu'à 270 partis politiques enregistrés régulièrement au niveau du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a 270 idéologies dans le pays? Personne ne peut dire que c'est oui, c'est faux. Est-ce qu'il y a 270 tendances politiques dans le pays? Personne ne peut dire oui, c'est faux aussi. Mais ce qu'il y avait, c'était une volonté d'avoir sa petite chapelle, c'était d'avoir sa petite structure qui permet d'aller négocier ci et ça. Décision de la conférence nationale, le multipartisme intérieur. Bien que ce soit la décision de la conférence, vous savez, ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire qu'il faut faire. Vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'on peut qu'on fait. Ce n'est pas tout ce qu'on peut qui est bien pour vous. Vous voyez, je suppose, bon, je ne vais pas donner d'exemple, je quitte là, mais je dis simplement, bien que le libéralisme politique que nous avons, et la Constitution de 11 décembre 1990 nous en donne droit, parce qu'il faut savoir reconnaître ses propres limites, il faut savoir reconnaître ses propres tares. Celui qui sait reconnaître ses tares, c'est lui qui veut avancer. Celui qui sait cultiver ses propres défauts, c'est lui qui peut avoir des qualités après. Il faut reconnaître qu'à la faveur du renouveau démocratique, là où nous nous sommes retrouvés, il fallait absolument trouver une solution. C'est en cela qu'il faut saluer ce qui se fait en ce moment.
Parce que pour affronter ce qui se fait en ce moment, vraiment, peut-être qu'il faudrait s'appeler peut-être Patrice Talon. Vous avez l'impression que, à l'arrivée du renouveau démocratique, liberté est devenue liberticide, c'est ça? Dans l'administration? Ça en était plus loin, mon cher ami, ça en était plus loin. C'est pas pour rien que j'ai publié cet ouvrage-là, et j'en parlais depuis un peu plus tôt. C'est-à-dire que les choses n'étaient plus à l'impasse. On a perdu des repères, on a perdu la boussole. La morale a disparu, la morale républicaine a disparu, le sens patriotique a disparu, le sens de l'intérêt général a disparu. C'est que chacun veut et pour lui. Si ce n'est pas pour lui, ce n'est pas la peine. On a vu des gens qui ont amené des projets et qui se sont adressés à des ministres, mais parce qu'il y a des retours qu'ils devaient avoir. Les retours là n'étant pas assurés, il était prêt, il a fait basculer le dossier. Il a fait perdre le dossier au pays. C'est des cas précis que nous avons. Le comportement au niveau de l'administration, ça n'a rien ce n'est pas du tout catholique. Vous allez dans l'administration, ce que vous avez à faire, vous avez à peine peut-être 5 000 francs à payer, votre vis-à-vis veut que vous lui donnez peut-être l'autre 5 000. S'il les a pas, il peut ne pas bien vite vous répondre. Il peut vous faire perdre du temps. Bref, chacun savait qu'on s'était retrouvé dans une situation qui ne pouvait pas continuer. Nous sommes arrivés à une constipation dans le pays où il fallait absolument trouver la possibilité d'aération. Certains diraient que quand même le panier de la ménagère était beaucoup plus fourni. Attention, et ça je le dis et je veux aussi le dire ici, était fourni, oui, mais c'est que nous sommes arrivés à un moment donné dans le pays où le pouvoir d'achat que chacun avait entre les mains était un leurre, n'avait rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que le monsieur, il va au boulot, il triche, il sape tout ce que les gens ont à faire pour se gagner un peu d'argent, et il a parfois 4-5 fois son salaire avant la fin du mois. Conséquence, les dépenses qu'il a à faire en famille, les dépenses qu'il a à faire en ville n'ont rien à voir avec son pouvoir d'achat réel, parce que son salaire est connu. Mais le voilà, il a déjà 5-6 fois son salaire avant la fin du mois. Et donc, conséquence, ça agit sur l'ensemble de tout ce qu'il y a à faire. Et ce comportement que vous pouvez retrouver à divers niveaux, au niveau politique, au niveau syndical, au niveau de la presse, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et donc on s'est retrouvé presque comme dans une sorte de forêt, où c'est le plus intelligent, où c'est le plus fort qui tire son compte et terrasse les autres. Et ça, c'est quelque chose à corriger. Parce que malgré ça, c'est que l'alternance avait le cours. C'est-à-dire que les députés, les mandatures se succédaient au palais des gouverneurs. Les chefs d'État se succédaient au niveau du palais de la Marina. Les conseillers se succédaient au niveau de nos différentes communes. Et donc, comme principe sacro-saint de la démocratie, l'alternance, et donc du coup, les gens pouvaient continuer par nous féliciter de l'extérieur. Mais pourtant, nous qui sommes à l'intérieur, nous acteurs politiques, ou acteurs syndicaux, ou même de la presse, chacun savait qu'il y a quelque chose qui ne nous clochait pas. C'est-à-dire qu'on peut voir dans un parti politique quelqu'un qui a le background nécessaire pour faire le job, comme on dit, quelqu'un qui peut faire le travail, mais qui est complètement mis de côté, simplement parce qu'il n'a pas l'argent. Or, moi, je suis convaincu, je suis un économiste de formation et on m'a enseigné que l'argent n'a que sa valeur faciale. Je dépose 1 million là, si personne ne vient le prendre, il restera là, il ne bougera pas. Donc l'argent a beaucoup de limites. Mais pourtant, c'est ça qui est sacralisé dans le pays. Vous avez des gens qui atteignent des niveaux importants dans des partis politiques, pourtant qui sont relégués complètement de côté, au profit de Quidam, qui, par quelle alchimie vous n'en pouvez pas démontrer, a des moyens financiers, mais ils viennent vous ravir la vedette. Et malheureusement, les gars se remettent alors. Le gars, il a déjà gagné son mandat, mais il ne peut pas grand-chose. Il a déjà gagné le mandat. Le mandat est déjà dans sa main, mais il ne peut pas faire quelque chose parce qu'il ne sait pas. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Ça ne s'invente pas le background. Le militantisme a disparu complètement. Vous pouvez inviter... Rien qu'à l'argent et pas autre chose. Ce n'est pas parce que moi j'ai mon âge, je ne suis pas vieux, mais je sais comment j'ai appris mon militantisme. Je sais comment je mettais mes pauvres sous pour aller acheter tel livre, pour aller acheter tel journal, pour aller participer. Moi, j'ai étudié au Congo-Brazzaville pour traverser l'autre rive, parce que j'ai appris que Tshisekedi a quelque chose à faire. J'ai appris que Bet Kamanda ou Akamanda a quelque chose à faire. Ou de l'autre côté pour venir ici, parce que j'ai appris que Bena Kolela a quelque chose à faire. Avec mes pauvres sous. C'était pareil en France.
où vous avez des intérêts en jeu, mais tu apprends que quelque chose... Ça m'a donné l'occasion d'avoir suivi un Abdoulaye Wade, un Abdou Diouf, ou Laurent Gbagbo, parce qu'ils avaient comme... Mais ça avait vos propres sous. Vous n'y allez pas parce que quelqu'un veut vous donner l'argent. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Quand Théodore a publié son livre en 1958, L'Afrique révoltée, ce n'était pas la recherche de l'argent, c'est à partir des idées. C'était la guerre des idées. Même en 1991, les premières élections législatives ici au Bénin, allez prendre la liste de nos députés. Ce n'étaient pas des gens qui étaient des magnats, ce n'étaient pas des gens qui avaient l'argent, mais c'était des gens qui avaient une idée du pays. C'était des gens qui avaient un background non seulement politique, mais même technique possible pour faire avancer des choses. Mais c'est à partir de 1995 que les choses ont commencé par se mettre en cause. Et à petits coups, il y a eu la fuite des cerveaux. Maintenant, ce n'est plus la fuite du cerveau du pays, mais c'est la fuite des cerveaux des partis politiques. C'est la fuite des cerveaux des syndicats. C'est même la fuite des cerveaux de la presse. Je vous parle en connaissance de cause. Parce qu'à un moment donné, dès que le monsieur est nommé ministre, dès qu'il est nommé ministre, il crée un parti politique. Dès qu'il est nommé ministre, il crée 2, 3, 4 journaux. Mais le jour, sans en avoir jamais été un simple militant. Il n'est pas normal, il n'est pas possible de se décréter homme politique. Ce n'est pas possible. C'est un parcours qui conduit à se donner un peu ce titre, homme politique. C'est un parcours. Laurent Gbagbo s'est fait prisonnier pour la première fois, c'est au CM2. Sékou Touré s'est fait prisonnier pour la première fois, où a été chassé de l'école, c'était au CE2. Et je peux donner aussi des exemples ici. Donc pour vous dire que le militantisme, vous l'avez dans les veines. Vous n'avez plus rien fait quand vous étiez à l'école, les intérêts de vos collègues étaient en difficulté, vous n'avez plus rien dit. Vous êtes à l'université, vous n'avez jamais trouvé à redire sur les conditions de travail, les conditions, la manière dont le pays est géré. Et vous avez fait l'administration pendant vos 30 ans de carrière, vous n'avez plus jamais trouvé à redire sur quoi que ce soit. Et c'est maintenant que vous êtes à la retraite que vous proclamez homme politique. Ça me pose quelques problèmes. Donc, il y avait quelque chose à revoir. Il y avait quelque chose à revoir, à savoir... J'ai l'impression que finalement, à vous entendre, c'était dans presque tous les domaines, puisque déjà en 2016, ça faisait 56 ans après l'indépendance, Patrice Talon vient au pouvoir et il dit qu'actuellement, le Bénin manque de tout et qu'à force de manquer de tout, on est pressé, on veut tout avoir. On a parlé par exemple de la classe politique. Tout à fait. Où vous avez fait un parallélisme entre déjà le militantisme des années 90 et le militantisme d'aujourd'hui, presque. Alors, vous avez aussi parlé du point de vue économique, où on s'est peut-être enlisé dans une mauvaise gestion. C'est pas peut-être, on s'est enlisé. On s'est enlisé. Cher ami. Vous êtes péremptoire. Oui, on s'est enlisé. Sur la question. Bien sûr. Alors, au plan éducatif, par exemple... C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Dans presque tous les domaines, 56 ans après, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comme vous le dites si bien, dans presque tous les domaines, on s'est retrouvé en difficulté. Et ça ne pouvait pas échapper du fait de ce que on a donné plus de la valeur à l'argent qu'à autre chose. C'est-à-dire vous êtes même de la même famille, vous êtes l'aîné de la famille. Avant, vous représentez un symbole au niveau de la famille, de ce fait-là. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est Dieu qui donne l'argent. C'est vrai qu'il faut travailler, mais chacun a son destin. Il se fait que c'est le plus jeune qui en a plus de moyens. Avant, malgré les moyens du jeune frère, il y a un certain respect pour le droit d'aînesse, comme on dit. Mais ça a commencé par disparaître dans le pays. Ça a commencé par disparaître. Le chef n'est plus respecté. Même dans une entreprise. Je quitte même l'entreprise publique. On a eu tendance à l'avoir même dans les structures privées. Où le monsieur, il est vrai, il va pleurer pour chercher du boulot. Mais dès qu'il a le boulot, une semaine après ou un mois après, il est prêt à venir au boulot à 9h au lieu de 8h. Il est prêt à quitter le boulot à midi au lieu de 12h30. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas en difficulté du moment où l'argent a pris le dessus, surtout où chacun ne recherche que l'argent. Il n'y a plus de la passion même pour ce qu'on fait. Avant, être enseignant, bon, je ne dis pas que tout est pourri aujourd'hui, mais on peut constater qu'il y a eu des difficultés. Puisque chaque année, il fallait sauver l'année. Chaque année, il fallait sauver l'année. Et Dieu merci, cette année, à la faveur des réformes que nous sommes en train d'avoir, on vient de connaître une année sans grève. Figurez-vous que vous faites une année. Sur les 9 mois environ de l'année scolaire, il y a 3-4 mois de grève. Et à la fin de l'année, on finit par sauver l'année à partir des négociations, gouvernement et les partenaires sociaux. Et chacun est content. Le parent est content, le gouvernement est content, l'élève aussi est content, on a sauvé l'année.
L'année suivante, c'est pareil. L'année qui suit, c'est pareil. Et donc l'enfant que j'ai mis au CI, au CM2, je recorde cet enfant qui n'a fait que des années sauvées. Finalement, son CEP est un CEP sauvé. Finalement, son CEP est un CEP sauvé. Or, quand vous ratez ce fondamental-là pour l'enfant, ben, vous pouvez avoir des difficultés pour la suite. Or, l'enfant arrive en 6e. Il se retrouve dans les mêmes situations. Et conséquence, ce que nous avons aujourd'hui, celui qui a le bac aujourd'hui, ce n'est pas le même bac qu'il y a 20 ans dans ce même Bénin. Celui qui a la licence, ce n'est pas la même licence qu'il y a 20 ans. Je suis désolé, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, vous voyez des gens, il a la licence, il a une maîtrise, et peut-être master. Il vous fait un papier, mais vous pouvez avoir du mal à le lire. Vous pouvez avoir du mal à le suivre. Mais ça, il faut arrêter ça. Mandela a dit, si vous voulez tuer un pays, prenez leur éducation. Or, l'éducation s'est retrouvée en difficulté. L'éducation s'est retrouvée en souffrance. Et donc, du coup, vous pouvez avoir quelqu'un après, il devient médecin, alors qu'il est mal formé. Il va tuer les gens. Mais il va tuer les gens. Et légalement, puisque c'est lui le médecin, il fait un faux diagnostic, il soigne autre chose à la place du mal que le monsieur a. Vous, vous êtes le parent du malade, mais vous n'en savez rien du tout. Et donc, officiellement, il va tuer votre parent, vous ne pouvez rien dire, puisque vous n'en savez pas grand-chose. Le monsieur, c'est le même qui est mal formé, qui peut devenir avocat, et qui va faire perdre des clients. Il peut devenir magistrat, il va faire mal diriger des procès. Et donc, du coup, il n'y a rien à faire. Il y avait impérativement quelque chose à revoir. Et pourtant, on avait à la tête de l'État de grands économistes, hein, des docteurs, de grands intellectuels pour faire court. J'ai dit à certains journalistes, j'étais encore en fonction, pour dire que le problème de ce pays n'était plus seulement un problème de chef d'État. Que le problème est rentré dans tous les foyers. Le problème est rentré dans tous les foyers. Nous pouvons être d'accord pour dire, ils sont nombreux, je le dis et je l'affirme, ils sont nombreux. À l'élection du président Patrice Talon, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ils s'attendaient même à une suite du laisser-aller à plusieurs niveaux et à plusieurs endroits donnés. Et ils sont surpris. Ils sont surpris. C'est ça aussi, parfois, les grincements de dents que vous avez dans le pays. Ils sont surpris que le monsieur prêt, il prend complètement une autre voie, complètement à l'opposé de ce qu'ils avaient pensé, c'est-à-dire la voie républicaine. Parce que moi, je suis dans la chose militante, mon cher ami, ça fait 35 ans, au moins. Et j'ai mon âge. Donc j'ai une idée claire de ce que je vous dis. Il n'est pas évident à un homme politique d'accepter l'impopularité, d'accepter qu'il soit insulté tous les jours, d'accepter des critiques de tous les jours. Ce n'est pas évident. Celui qui l'accepte, c'est celui qui a accepté de construire. C'est-à-dire, vous allez me critiquer, vous allez m'insulter, et comme moi me l'a enseigné un de mes doyens, il dit, faites bien, on se moque de vous, mais faites mieux, on va vous suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le temps, chacun se rendra compte que ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt du pays. Et je m'explique un peu à ce niveau. Quand le président... On ne fait pas le bien de quelqu'un sans son consentement. Je vous assure, si votre enfant est malade, je ne le souhaite pas, un enfant est malade, sa maman veut le soigner. C'est sans le consentement de l'enfant presque qu'il faut le soigner. Parce que si vous voulez lui faire administrer des médicaments, l'enfant ne va pas accepter parce que c'est amer. Ce n'est pas du yaourt, ce n'est pas du chocolat. Mais vous qui êtes aux commandes, c'est vous, c'est son parent, vous voyez mieux que lui. Donc vous devez trouver des formules, des moyens, comme nos mamans savent bien le faire là, pour le faire administrer le médicament. Il va gagner sa vie et sa santé, vous allez gagner votre enfant. C'est exactement la même chose quand Dieu vous donne l'occasion de présider au destiné de quoi que ce soit, et mieux au destiné d'un pays. Vous êtes allé complètement en haut. Tous les dossiers viennent à vous. Vous voyez plus clair que beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il est toujours dit que quand vous êtes chef d'État, vos positions doivent être des positions d'État, puisque vous voyez tout. Et je dis, beaucoup de chefs d'État, beaucoup d'hommes peuvent être tentés par le populisme, par le fait qu'arriver ici que les gens vous applaudissent, par arriver là-bas que les gens vous acclament. Sur toutes les chaînes, les gens parlent bien de vous, les gens vous tirent des satisfectifs. Et pourtant,
Et pourtant, vous êtes conscient que vous êtes en train de tuer le pays à petit feu. J'entends pas tuer le pays à petit feu si l'éducation se retrouve en difficulté. Si on peut plus le plus pauvre ne peut plus aller se faire soigner au CNHE et qu'il n'y a que le riche, ou alors les gens sont déclarés évacués sur la France ou sur je ne sais où, alors qu'ils se promènent dans la ville de Cotonou ici. Si plus de 500 personnes se font payer dans les caisses de l'État au titre de fonctionnaires, alors qu'ils n'existent plus. Plus de 200, 300 se font payer au titre d'étudiants, alors qu'ils ne sont plus là-bas. On ne peut pas construire un pays comme ça. Et donc, avoir le courage d'affronter ça. Parce que là, il y a quelques aspects qui pointent à l'horizon et qui peuvent vous mettre en difficulté de travailler. Et c'est pour ça qu'il faut saluer ce qui se fait en ce moment par le président Talon. C'est qu'au niveau international, le pays est dit démocratique. Les gens se satisfont des différentes alternances. C'est pareil au niveau intérieur, c'est-à-dire dans le pays. Mais chaque acteur est conscient de la vérité des choses. Parce que vous pouvez mentir à l'autre, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Chacun est conscient qu'au niveau des partis politiques, par exemple, que ce n'est plus avec vos idées, vos convictions, que vous arrivez à arracher les mandats. C'est à partir de vos sous. Chacun est conscient du fonctionnement des syndicats. Chacun est conscient du fonctionnement de beaucoup d'autres choses pour ne pas continuer par citer. Et donc chacun avait une idée de ces faiblesses-là. Mais comment le corriger, c'était un problème. Je ne trahis rien en disant ici que même Yaïboni, le président Yaïboni, a parlé de démocratie Nescafé. C'est après un diagnostic qu'il était en train de le dire. Le président Mathieu Kérékou a fait le même diagnostic. Le président Mathieu Kérékou a dit dans une de ses conférences que les Béninois se comportaient ou se comportent comme des expatriés chez eux. Et donc comme des mercenaires. C'est-à-dire que leur pays n'est pas une priorité pour eux. Les intérêts égaux étaient plus priorisés. Donc le diagnostic est fait depuis. Maintenant, comment l'aborder sans devenir impopulaire, sans être insulté, sans être critiqué? Pour l'accepter, je suis tenté de dire peut-être qu'il faut s'appeler Patrice Talon. Et la preuve, lui-même, devant le clergé, il leur a demandé de prier pour qu'il aille jusqu'au bout. Il est conscient de ce qu'il dit. C'est-à-dire que, en allant dans des réformes aussi profondes, ça ne peut que faire des mécontents parce que chacun d'entre nous, nous perdons des choses, il faut avouer. Chacun d'entre nous, nous perdons des choses dans lesquelles on trouvait peut-être nos comptes. Mais maintenant, c'est que dans la vie, il faut apprendre à s'arrêter. Tout le monde trouvait son compte, y compris lui. Y compris lui. Et lui-même, il a dit encore une fois, parce que quand je parle parfois avec beaucoup de nos compagnons, je dis, apparemment, c'est que vous ne suivez pas souvent le chef de l'État. Parce qu'il vous dit des choses. Il ne fait pas du jeu de cache-cache. Et ça, ce n'est pas donné non plus. Puisque moi, je l'ai suivi un jour quand il dit que lui-même a profité de la situation. Maintenant que Dieu le met en position de corriger, qu'il ne ratera pas cette chance-là. Et c'est cette chance-là qu'il ne veut pas rater que moi je soutiens à la limite. C'est-à-dire qu'avec lui, moi-même, je n'ai pas envie de rater la chance parce qu'à un moment donné, ça pose un problème. Vous vous dites des choses à votre enfant à l'école, à la maison. L'enfant vit autre chose dehors. Il vit autre chose à la télé. Et l'enfant, il est perdu. Et conséquent, vous avez... Regardez, j'ai l'habitude de donner comme exemple. Quand vous conduisez dans la ville de Cotonou, le bordel, je m'excuse du mot, auquel on assiste là, qui est physique, où chacun veut aller, personne ne veut respecter. Il dit c'est exactement ce que le pays est devenu, ça, dans l'administration et dans la vie quotidienne du pays. Sauf que c'est abstrait. Quand vous rentrez dans une administration, chacun est dans son bureau, et donc on ne sent pas un désordre. Mais le même désordre que vous voyez dans la conduite des choses au niveau de nos circulations, c'est quelque chose que nous avons dans l'administration. Et pour faire face à ça, c'est-à-dire quoi? Les rois sont habitués à autre chose, les chefs de collectivité sont habitués à autre chose, les hommes de presse sont habitués à autre chose, les hommes politiques sont habitués à autre chose, les syndicats, ils sont habitués à autre chose, et qui sont des choses qui se sont largement éloignées des repères et des valeurs républicaines. Pour ramener tout cela au repère, il faut avoir un courage fou. Il faut accepter d'affronter vraiment beaucoup de choses. Et Dieu merci. Trouver les repères que vous avez souhaité qu'on le Bien sûr, bien sûr. Et Dieu merci, c'est que quelques résultats ont commencé par
donner la voix. Vous savez, parfois les faits parlent pour vous. C'est-à-dire aujourd'hui, le pauvre qui vient de Savalo, qui vient de Kétou, qui vient de Porto, et qui arrive au CHU, qui retrouve le médecin, je pense qu'il est content. Je crois que le parent qui, au début d'année, pleure ou prie Dieu pour qu'il n'y ait pas de grève qui viennent perturber. Parce que l'enfant, quand il y a grève, le parent doit aller au boulot, il sépare l'enfant surtout. Après. L'enfant est à la maison pendant 4 mois, et peut-être parfois plus. Et le parent qui constate cette année, par exemple, qu'il n'y a pas eu grève, la preuve, on a vu ça au niveau des résultats, il est content de cette amélioration-là. Dans la sécurité, au niveau de la ville, de ce qui se passe dans le coton, on est passé de 260 000 à 700 000, c'est des résultats. On est parti d'un taux de croissance de 4% environ en 2016 à 5,8 en 2017, à 6,8 en 2018, et la projection cette année, c'est 7,6. Et le régime dit que moi je logne 2 chiffres en fin de mandat. Bon, c'est des résultats qui commencent par donner de la voix, au-delà de toute déclaration qu'on peut faire. Ou alors la rigueur dans la gestion. Et moi, je suis souvent dans les jupes des vieilles et dans les pantalons des vieux. J'ai animé une conférence à Porto-Novo le samedi, le 27 juillet. Mais les premiers sur les lieux, c'est les sages. Je les salue au passage. L'association des sages et cadres de la ville. Les premiers à être sur les lieux étaient ces vieux, étaient ces sages-là. Et donc, moi je partage fortement cette façon de voir le pays, de diriger le pays, de gérer le pays, dans la rigueur, dans la restauration de l'autorité de l'État. Et avec ça, je le dis à beaucoup d'entre vous, c'est vrai, nous traversons quelques difficultés, nos affaires se sont retrouvées en souffrance parce que les canaux qu'on utilisait avant sont désormais bouchés, il faut les actualiser, parce que de toutes les façons, tel que lui fonctionne, il ne changera pas. Donc il n'y a plus à s'entêter à vouloir faire comme ce qu'on faisait avant. Je vous donne l'exemple du système des partis, on parlait du système partisan. Ce n'est pas évident à la faveur de la loi qui est là, de s'aventurer à vouloir. C'est pourquoi, au niveau du Parti Conscience Citoyenne et beaucoup d'autres formations politiques, chacun en a suivi pour s'approprier la nouvelle loi. Parce que la loi, elle peut être due, mais c'est la loi. Mais je suis convaincu en disant que ceci ne peut être qu'un couloir qui nous conduit. Puisqu'aujourd'hui, quand je prends au niveau de l'Union progressiste, ce qui se fait, il n'y a rien à faire, ça ne peut que produire de bons résultats au niveau de ce parti-là. Puisque moi, aujourd'hui, je travaille avec les gens de l'UDES. Ce n'était pas le cas avant. L'UDES du président Sakalafia. Je travaille avec les gens du PSD, du Bruno Amoussou. Je travaille avec les gens d'Alternative Citoyenne. Ce n'était pas le cas avant. Tout ça, c'est des bénéfices des différentes réformes qu'il y a, qu'il faut encourager, qu'il faut souhaiter que cela se poursuive. Justement, et c'est la question. Vous avez parlé, par exemple, déjà des acquis des efforts actuels. La réforme du système partisan qui, semble-t-il, est l'un des grands résultats du point de vue des efforts politiques. Un peu les efforts économiques que fournit le gouvernement ça et là, sur le plan de la sécurité, sur le plan éducatif, sanitaire, ainsi de suite. La grande question est, au-delà de ce régime, au-delà de n'importe quel régime, le Bénin continuera à faire pour que, pour la suite, que nous ayons encore de meilleurs résultats pour les années à venir. D'abord, commençons par le plan socio-économique. D'abord, je dois vous dire ceci. Je parlais avec le président Émile Delin Zissou, paix à son âme. Il dit, les gens m'insultent. Zissou Takoué, j'ai mené des réformes, les gens criaient, et ils m'ont fait partie du pouvoir. Mais chose curieuse, ils ne sont pas revenus sur tout ce qu'ils appelaient Zissou Takoué. Ça veut dire que c'était bon. Je fais un parallélisme pour dire que les différentes réformes qui se font tiendront dans le temps. Parce que ça m'étonnerait que quelqu'un arrive dans le fauteuil demain et que les dispositions qui se prennent là, qui ne sont que des dispositions en faveur de l'État, en faveur de l'État et donc en faveur du pays, ça m'étonnerait que quelqu'un arrive dans le fauteuil et qu'il veuille vouloir les changer. Ça ne peut qu'être à son détriment ou alors s'il est venu faire autre chose que gérer la saine émulation des Béninois. S'il est venu faire autre chose que gérer le Bénin. Mais s'il vient gérer le Bénin, gérer la saine émulation des Béninois, comme le dit le président Kérékou, il ne peut que mieux, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il ne peut qu'essayer de voir
Est-ce qu'il y a des choses qui avaient été mal ficelées, des imperfections qu'il faut corriger? Peut-être. Pour dire que ce qui se fait dans l'intérêt supérieur. Ce sont peut-être des cadres actuels qui dirigeront le Bénin demain. Absolument. Peut-être des acteurs politiques. Absolument, absolument. Des acteurs politiques qui ne sont pas actuellement aux affaires décrivent tout ce qui se fait. Vous savez, une opposition doit exister. Elle doit être dans son rôle. Ça ne doit même gêner personne. Elle doit être dans son rôle. Et le gouvernement doit être aussi dans le sien. Et par conséquent, que l'opposition décrit les cris de l'opposition peut même parfois aider à améliorer ce qui veut être fait. C'est-à-dire qu'à partir de ces cris, moi je peux aller reprendre ma copie pour voir est-ce que la virgule était à sa place, comme il le dit. Si la virgule est à la place, s'il lui dit le contraire, que moi je suis convaincu de là où j'ai mis ma virgule, je continue. Auquel cas je trouve qu'il y avait quelque chose à corriger, je peux corriger. C'est ça l'intérêt d'une opposition et c'est ça l'intérêt d'une démocratie. C'est même ça le charme de la démocratie. Vous savez que tel que ça fonctionne aujourd'hui, où la rigueur, la méthode, l'organisation préside aux destinées des différents dossiers, si ça continue comme ça, et je crois que ça va continuer comme ça, on ne peut qu'avoir que de bons résultats. Et à la suite de ces bons résultats, même quand le président Patrice Talon aura fini à la tête du pays, le prochain qui y arrivera sera obligé d'aller dans le même sens, puisqu'il a vu des résultats autour de ce qui se faisait. Qu'on annonce par exemple le défilé pour 10 heures, et que ça commence rigoureusement à 10 heures. Et qu'on nous ait annoncé que ça doit finir à 11h30, et que rigoureusement ça finit à 11h30, mon cher ami, c'est une bonne méthode. Puisque ça permet à chacun de se programmer. Ça permet à chacun d'avoir un déroulé de sa journée. Que de dire 11h30 et qu'on finit à 13h. Si moi j'avais un avion à prendre après le défilé, je peux me retrouver en difficulté. Je peux être obligé de partir peut-être plus tôt. Ou peut-être je peux accuser de retard pour arriver là où... parce que la maîtrise du temps est le début du développement. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, de mon point de vue, augure de bonnes perspectives pour le pays. Du point de vue social? Du point de vue social, c'est pareil. Avec des populations qui continuent de s'interroger sur qu'est-ce qu'elles doivent manger, l'accès à l'eau potable, les questions de l'énergie. Je ne dis pas que rien n'est fait. D'ailleurs, vous allez peut-être dire ce qui se fait dans tous ces domaines. Mais du point de vue, par exemple, de l'accès à l'eau potable, de l'accès à la nourriture, de l'accès aux premiers besoins fondamentaux à la base, puisque tout le monde ne s'intéresse pas à la politique. D'ailleurs, on sait qu'au Bénin, la majorité ne sait même pas ce qu'on appelle la politique. Les gens veulent manger. Que doit-on faire pour que les années à venir, peut-être qu'à la célébration de notre 70e anniversaire, par exemple, ou encore de notre centenaire, puisque dans votre ouvrage, vous souhaitez franchement que déjà, à l'occasion de notre centenaire, nous atteignions une étape vraiment reluisante. Que doit-on faire? Ce qu'on doit faire, c'est ce qui se fait en ce moment. L'autorité de l'État doit être respectée. La rigueur, la méthode, l'organisation, prioriser le pays. Et dans les différents domaines dont vous faites cas, je crois que nous connaissons d'amélioration. Je prends le cas de l'énergie. Il faut saluer le ministre Moussou. Et donc saluer le président de la République, puisque c'est lui qui imprime la marque. Aujourd'hui, je pense que chacun se satisfait relativement de ce qui se fait au niveau de l'énergie. On a quitté le délestage. Les coupures que nous avons par endroit aujourd'hui, puisque moi je me suis renseigné sur le sujet, il n'y a pas de coupure zéro, même dans les grands pays, sauf le taux de fréquence de coupure peut ne pas être le même que chez nous. Mais donc des coupures qui peuvent être dues parce qu'il y a eu un accident quelque part, ou bien parce qu'il y a un service d'entretien. Mais aujourd'hui, on a quitté au moins le délestage. Et ça, à partir du travail qui se fait à ce niveau-là. Au niveau de l'eau, c'est pareil. Il y a une forte augmentation de l'eau dans les ménages. Bref, je dis que le travail qui se fait, ça m'étonnerait. Prenez même à votre propre niveau, tout travail que vous faites avec organisation, avec méthode, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de résultats. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons commencé par avoir... C'est pour ça que les chiffres macroéconomiques s'améliorent. Et l'amélioration des chiffres macroéconomiques que nous avons, à petits coups, transpire au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des populations. Il y a une seule chose qu'il faut demander à chacun d'entre nous, à chacun de nos compatriotes, que chacun, actualise ses données.
Que chacun actualise ses données. Que chacun sache que désormais, les roueries, le jonglage, que c'est terminé. Que chacun sache que désormais, il mangera réellement la sueur de son front. C'est-à-dire de se mettre au travail. Le travail qu'il a à faire, de le faire bien. S'il le fait bien, il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas autour. Je suis artisan, je fais bien mon travail. Je suis fonctionnaire, je fais bien mon travail. Je suis dans n'importe quel domaine, faites bien votre travail. Il n'y a pas de raison, cela va payer. Puisque, depuis que le régime est là, il n'y a pas un mois où il y a un salaire qui n'a pas été payé. Il n'y en a pas. Donc c'est pour dire que chacun, en actualisant ses données, en actualisant, en acceptant, parce que de toutes les façons, il n'y en aura pas autrement, puisque l'autre, il a son fonctionnement et il le démontre. Donc, il n'y aura pas de laisser aller. Et bien, par conséquent, que chacun actualise son paradigme. Les jonglages qu'il pouvait faire au niveau de l'administration, qu'il sache que c'est terminé. Et donc, se mettre au travail, et un travail avec soin, un travail de qualité, et il trouvera son compte dans ce qui se fait. Pas de développement sans développement éducatif du secteur de l'éducation, puisque tout part de là d'ailleurs. Absolument. Et vous l'avez démontré par A plus B tout à l'heure. Que nous reste-t-il à faire sur ce plan, le plan de l'éducation? Sur ce plan, je pense qu'il faut continuer par sensibiliser. Il faut continuer par renforcer les capacités des enseignants. Il faut continuer par imprimer la rigueur. Vous savez, un philosophe a dit, si vous refusez de faire pleurer votre enfant, vous pleurez pour lui après. Par conséquent, il faut imprimer la rigueur à ce niveau-là, de sorte que l'enseignant fasse le boulot, et le bon boulot, tel qu'il lui est recommandé. Il a décidé d'être enseignant, il doit l'être jusqu'au bout et bien. Comme ce l'était avant. Hubert Maga fut un enseignant. Les instituteurs avant, on savait le respect qu'ils avaient au niveau de la société. Avant. C'est plus complètement le cas aujourd'hui parce que chaque parent ne constate pas toujours la passion de l'enseignant. La passion du maître d'études qu'il a pour l'enfant à la maison, on ne constate plus la même passion qu'avant. Et ça, il faut travailler à faire revenir la même passion. Il faut travailler à suivre ce que l'enseignant donne comme instruction aux enfants. Il faut travailler, et c'est pour ça que moi je salue les mesures qui viennent d'être prises au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que si tu fais bien ton travail, tu ne peux pas te plaindre de ce qu'on va vouloir apprécier le travail que tu fais. Dans certains pays, les élèves, les étudiants jugent leurs enseignants. Si en fin d'année, si les élèves ou les étudiants, dans l'appréciation des notes qu'ils donnent, si c'est négatif, le professeur perdra son job. En tout cas, perdra la classe. Et ceci pourra mener à ce que l'enseignant fasse bien son boulot, et rigoureusement. Ce n'est même pas à pardonner. Je voudrais inviter le gouvernement à être très regardant sur le système éducatif du pays. Ça a commencé, ça doit aller encore plus loin. Il faut imprimer la rigueur. Moi, vous savez, le bruit de la mer ne peut pas empêcher le poisson de dormir. Le bruit de la mer ne peut pas empêcher le poisson d'aller et de venir. On ne peut pas voir l'enseignant qui, lui, vous savez, l'autre a dit que la vie des hommes varie de 0 à 100. Mais la vie des peuples varie de 0 à l'infini. Donc on ne peut pas voir l'intérêt d'un enseignant ou des enseignants. On doit voir l'intérêt du pays. L'enfant que moi je lui ai confié, un enfant de 10 ans, un enfant de 8 ans, l'avenir de l'enfant se repose, lui, à travers ses frêles épaules. S'il enseigne mal mon enfant, il prépare mal un citoyen pour le pays. Et si cela peut se multiplier à plusieurs niveaux, la relève ne peut pas être assurée. Et par conséquent, le pays va être tiré vers le bas, contrairement à d'autres pays qui, eux, avancent. Parce qu'il y a des pays qui n'ont réussi que par l'éducation. Notamment le Japon. L'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Mettre assez de moyens à ces niveaux-là, de sorte que la recherche scientifique, l'enseignement supérieur, l'enseignement maternel, l'enseignement secondaire, tous les segments soient pris très au sérieux, qu'on y mette assez d'argent, avec un véritable contrôle, et que celui qui veut venir dedans parce qu'il n'a pas trouvé tout à fait, soit éjecté du système, sans état d'âme.
C'est-à-dire qu'on ne vient pas à un métier parce qu'on n'a rien trouvé à faire. On ne devient pas journaliste parce qu'on n'a rien trouvé à faire. Ça veut dire qu'on ne le fera pas avec passion. Donc on ne devient pas enseignant parce qu'on n'a rien trouvé à faire. Non. Parce que c'est l'éducation d'un enfant. C'est-à-dire que moi, je vous confie mon enfant. Chaque parent vient laisser son enfant. Nous, on va au boulot. On paye le pourquoi. Mais entre-temps, l'enseignant est distrait. Entre-temps, l'enseignant ne sait pas pourquoi il est là. Ça pose un problème. Mais donc, il doit y avoir un suivi rigoureux. Toute la rigueur de manière implacable doit être mise au niveau de ce secteur parce qu'il est déterminant pour le reste. Parce que s'il est mal enseigné, s'il est mal éduqué, il deviendra un mauvais mari après. Il deviendra une mauvaise femme. Il deviendra un mauvais cadre. Et donc, on ne peut rien faire avec lui. Il devient un danger pour la société. Et donc, je voudrais souhaiter, je voudrais solliciter, avec beaucoup de respect au gouvernement, et en particulier au chef de l'État, de ne lésiner sur rien pour imprimer la rigueur nécessaire au niveau de l'éducation. Et quand on aura réussi là, on est sûr de réussir la suite. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont mon âge ou qui ont votre âge, on a déjà quelques difficultés. Il n'y a que de la sensibilisation, il n'y a que peut-être le bâton, comme dirait l'autre. Parce que la présence du gendarme, la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Et il ne faudra pas hésiter non plus à ce niveau-là. De mon point de vue, dès que quelqu'un est en flagrant délit de contravention avec le droit, avec ce qui doit être, il ne faut pas hésiter pour sanctionner. Il ne faut pas hésiter pour dire ce qu'il y a. Parce que ce faisant, comme on dirait l'autre encore, chez nos aînés Yoruba au Nigeria, quand vous giflez une seule personne, Dieu seul sait combien de gens avec qui vous avez des difficultés. Et par conséquent, si celui-ci est sanctionné de manière exemplaire, de manière exemplative, le reste saura que, si c'est comme ça, je vais tomber dans la même sanction. Il fait attention. Mais la complaisance ne peut pas avancer un pays. Je ne pense pas. Très bien. Voilà donc des efforts qui nous restent à faire sur le plan socio-économique, sur le plan éducatif. Vous appelez à rester dans l'intransigeance du point de vue des réformes, avancer, quels que soient un peu les bruits de fond. Il y a aussi un domaine dans lequel il y a beaucoup plus de bruit que dans les autres. C'est le domaine politique, avec des acteurs politiques qui ne veulent peut-être pas, ça je parle sous votre contrôle, se ranger dans une certaine discipline. Que veut l'État actuellement avec une réforme qui vient d'être faite, avec peut-être des choses à revoir, des acteurs politiques qui ne sont peut-être pas contents. Quelles sont les perspectives politiques pour le Bénin? Parce qu'il y a les mêmes acteurs politiques qui ont envie de grandes nations comme les États-Unis d'Amérique, la France, où on sait qu'il y a deux grands courants, soit les républicains, les démocrates ou encore la droite, la gauche, avec peut-être de micro-partis à l'intérieur. Quelles sont les perspectives politiques pour le Bénin qui doit avancer? Ceux qui résistent n'auront même pas le choix. Comment en êtes-vous sûr? Pourquoi? Parce que je dis, même après que le président Talon finisse, je dis même le prochain chef d'État, ça m'étonnerait qu'il pense autre chose de la réforme du système partisan. Et la preuve, c'est que c'est à 81 sur 83, il y a eu une abstention et un qui a voté non, que la charte des partis politiques a été votée. Le code électoral est voté à 114 contre 7 et l'abstention. Pour dire, puisque chacun d'entre nous, on se plaignait de la situation. Il n'y a pas un homme politique qui ne se plaignait pas de ça. Sauf que je n'en ai pas un. Il n'y en a pas. Chacun se plaignait de la situation. Mais comment trouver la solution sans remous? Ce n'était pas évident. J'ai dit tantôt que le chef de l'État, le président Boni Yayi, avait parlé de démocratie Nescafé. Il avait fait son diagnostic. Le président Kérékou avait fait son diagnostic. Autant qu'ils étaient, le président Zissou, bien que lointain, mais dans la vie courante du renouveau démocratique, avait ses idées sur le sujet. Et donc le diagnostic est clair, chacun trouvait que c'était devenu intenable. Il fallait trouver une solution. On a eu une solution à travers cette nouvelle charte des partis politiques. Et il n'y a rien à faire, c'est de se mettre dans les rangs. Il n'y a rien à faire, c'est de se ranger dans ce que la loi a prévu. Et c'est tant mieux, je disais tantôt, pour chacun d'entre nous. Moi, je suis aujourd'hui à l'Union. Avant, j'avais mon petit drapeau, Conscience Citoyenne, le parti Conscience Citoyenne. Je disais, je présidais un parti, je préside un bureau, on a notre propre hymne, on a nos règlements intérieurs. On était un parti politique. Et c'était confortable, okay. Non? C'était confortable d'être président de parti. Mais au-delà de notre personne privée, intrinsèque, physique,
il faut voir le pays, il faut voir l'État. Il est clairement établi, il n'y a pas un militant de conscience citoyen aujourd'hui qui n'enviera pas ce que nous faisons aujourd'hui au siège de l'Union progressiste. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez au siège de l'Union progressiste, vous avez des hauts cadres, des cadres. Vous avez des militants de l'UDS qui viennent, qui travaillent. Vous avez les gens du parti ou de l'Union des forces de M. Nago, le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale. La question est jusqu'à quand? Jusqu'à quand, je vous dis, puisque c'est une bonne chose. Ça m'étonnerait que quelqu'un vienne aujourd'hui vouloir revoir ça. Je dis, ça ne manque pas de quelques imperfections, peut-être. La personne viendra peut-être chercher à corriger ces imperfections-là. Mais dans le fond, c'est-à-dire la colonne vertébrale de la chose, qui amène forcément les partis à ce... L'union fait la force, dit-on. Et puis de deux, moi je dis, je peux l'affirmer ici, quand on parlait de ça, le régime de la rupture n'était pas encore là. Le régime du nouveau départ n'était pas encore là. Le 12 mars, ou je ne sais pas si c'est le 8 mars 2008, nous avons lancé au palais de Kourounou ce qu'on a appelé après les G4 et F, qui est devenu l'Union fait la nation. Donc, il y a longtemps que le président Moussou travaille sur le sujet de la mise ensemble des formations politiques, de mettre fin à la balkanisation des partis politiques, de renforcer les partis politiques, parce que nous sommes convaincus que l'avenir du pays peut dépendre de la qualité de la chose politique du pays, parce que de toutes les façons, c'est à partir des partis politiques que nous dégageons le conseiller local, que nous dégageons le chef d'arrondissement, nous dégageons le maire, que nous dégageons le député, le président de la République même. Mais si ça ne se passe pas bien là-bas, ça veut dire qu'on n'a pas de raison d'espérer. Donc aujourd'hui, avec ce qui est là, comme charte des partis politiques, dont chacun de nous devons nous conformer, c'est de travailler à vivre, à faire vivre réellement cette charte des partis politiques pour que ce que moi j'observe au niveau de l'Union progressiste, qui se passe tellement au niveau du bloc républicain, et si les autres formations politiques aussi de même nature arrivent à se mettre en place, on n'aura rien à envier à l'ANC par exemple en Afrique du Sud. Ou quand vous y arrivez, vous trouvez des cadres à divers niveaux qui viennent travailler, vous trouvez qui travaillent sur des thématiques. Ce qui se passe aujourd'hui au siège de l'Union progressiste ne se passe dans aucun des sièges des partis politiques avant. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai été secrétaire général du Parti du Renouveau démocratique, qui est un grand parti politique dans le pays. J'ai été directeur exécutif au niveau de l'Union fait la nation, avec les présidents Mbedi, Amoussou, Soglo, Fagbon, Idji et autres. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Union progressiste ne se passait pas là-bas, parce que c'est plus grand encore ici. Nous occupons le pays. C'est-à-dire aujourd'hui, si l'Union progressiste a quelque chose à faire au niveau du plateau, nous avons Idji Kola Olé, nous avons le président Vlavonou, ainsi de ceux qui sont dans la zone là-bas, qui peut aider à faire le job. Si nous avons quelque chose à faire à Porto-Novo, nous sommes là avec d'autres. Si nous avons à faire quelque chose dans le Mono, nous avons le président Nago qui est là avec les autres. Si nous avons à faire quelque chose dans le Koufo, nous avons le président Amoussou avec nous. Si nous avons à faire quelque chose au niveau du Nord, nous avons Sakalafia et autres. Donc, nous couvrons le pays. Et c'est ça un parti politique. Un parti politique, parce qu'à un moment donné, on a été arrivé où un parti politique est juste pour un quartier. D'accord. Très bien. Alors, on va finir cette émission dans 3 minutes environ. Ah oui? Boukaram Badarou, quelle est la responsabilité de chaque acteur, de quelque couche que ce soit pour ce pays-là, afin que nous atteignions ces objectifs? Par exemple, les acteurs politiques, les opérateurs économiques, les chercheurs, les universitaires, les citoyens lambda. Qu'est-ce que chacun doit faire pour que nous ayons un pays vraiment développé et que tous en soient fiers les années à venir? Ce que chacun doit faire, c'est de prendre la responsabilité citoyenne de ce qu'il représente pour le pays. Chacun à son niveau. N'importe où il peut se retrouver. Qu'il soit à Segmana ou à Glazoué, qu'il soit à Bembereke ou à Ketou, ou je ne sais où dans le pays, dès qu'il est béninois, de savoir que sa responsabilité est engagée dans le développement du pays et de donner le meilleur de lui-même dans quoi que ce soit qu'il fait, de prioriser le pays, de savoir que de lui dépend le développement du pays en tant que citoyen, en tant que dirigeant, de savoir de toutes les façons, comme le dit un philosophe au Nigeria, Office Nimare Yakowe, le fauteuil
le bureau finira par voir le derrière de son occupant. Cela veut dire quoi? Quand vous avez une responsabilité, assumez-la de manière républicaine. Assumez-la avec le sens de l'État requis. Parce que de toutes les façons, c'est ça qu'on retiendra de vous. Quand on est universitaire, de chercher à renforcer souvent ses propres capacités, d'aller beaucoup vers des recherches, parce que c'est avec des inventions que le monde avance. À ce niveau aussi, j'avais déjà parlé tout à l'heure en souhaitant vivement que l'État accorde beaucoup de prix à l'éducation, ça rejoint la recherche scientifique. Parce que c'est à travers des recherches qu'on peut faire avancer un pays. Et par conséquent, si chacun de nous, où qu'il soit, du chef de l'État au petit planton de je ne sais n'importe quelle entreprise, que chacun fasse le boulot selon les intérêts du pays, en priorisant le pays. Et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de résultat. Et je terminerai peut-être pas là, puisque vous dites que nous sommes pratiquement à la fin. Je terminerai en disant que le chef de l'État, de garder le cap, de continuer sur la lancée, il plaira aux membres de nos ancêtres, il plaira à Dieu, puisqu'il a demandé au clergé, moi je ne suis pas membre du clergé, il a demandé au clergé de prier pour lui, mais moi je ne suis pas membre du clergé, mais convaincu de ce qu'il fait dans l'intérêt supérieur de notre pays, je dis, il plaira aux membres de nos ancêtres, il plaira au Père fondateur de notre pays, il plaira à Dieu Tout-Puissant de l'assister, de l'accompagner pour qu'il continue à avoir l'inspiration nécessaire et la santé nécessaire pour conduire les réformes qu'il a entreprises dans l'intérêt de notre pays. J'inviterai l'ensemble de notre peuple aussi à suivre ce qui se passe, à suivre le mouvement, en sachant que nous sommes peut-être dans quelques difficultés ou souffrances, mais nous nous sommes retrouvés dans un couloir qui conduit forcément au développement. Merci infiniment à vous, Moukaram Banarou, d'être venu répondre en direct à nos questions pour le bonheur de tous ceux qui nous suivent, que ce soit à la télévision ou à la radio. Vous êtes donc, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, ancien secrétaire général du Parti du Renouveau démocratique PRD. Vous l'avez d'ailleurs dit dans votre intervention. Vous avez été aussi directeur exécutif chargé de l'image et de la communication de l'Union fait la Nation. Vous êtes donc ancien préfet des départements de Lomé et du Plateau, membre fondateur du parti L'Union progressiste, doctorant en sciences politiques. Merci d'avoir été sur ce plateau. Et on va souhaiter que ce pays avance, comme vous l'avez d'ailleurs clamé le 27 juillet dernier à Porto-Novo à l'occasion d'une conférence publique, où vous avez rendu public une plaquette titrée « Avançons » après 59 ans d'indépendance. Merci d'avoir été sur ce plateau. On vous souhaite un bon dimanche et on vous souhaite aussi de revenir peut-être sur ce plateau. Ça va beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Le plaisir sera partagé. Merci infiniment à vous qui nous avez suivis sur l'ensemble des réseaux de diffusion de E-Télé, que ce soit sur satellite, sur le bouquet Canal+, sur nos plateformes numériques digitales. Merci aussi à vous qui nous avez suivis sur la radio OCFM ou encore la radio Urban FM. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain.